Un peu plus de 8h10, c'est l'heure de l'interview d'actualité. Et Maud, vous recevez ce matin la philosophe Claire Marin. Elle est auteure notamment du livre Les débuts, par où recommencer, paru aux éditions Autrement. Bonjour Claire Marin, Bonjour. bienvenue sur le plateau de Télématin. Après Rupture, vous publiez en effet Les débuts. C'est un récit, mais une réflexion aussi sur le commencement, sur les premières fois, vos premières fois, mais aussi les nôtres. Alors à quelques jours de la rentrée, certains vont prendre bien pour la première fois le chemin de l'école, que ce soit les enseignants ou les élèves. Pourquoi vous avez voulu vous intéresser comme ça à ces premières fois? Qu'est-ce qui vous a donné envie? Moi, c'est l'énergie et l'élan des premières fois dont on a l'habitude de penser qu'elles sont souvent révolues à partir d'un certain âge. Donc la question, c'était de voir comment on pouvait faire ressurgir quelque chose de cette intensité et comment, d'une certaine manière, on était parfois peut-être inattentif à des recommencements qu'on est pourtant en train de vivre. Est-ce que c'est une réflexion que vous avez eue après la période de Covid, où notre rapport au temps a été un peu particulière, justement? Alors c'est vrai que le rapport au temps a été très modifié. On s'en rend compte notamment quand on essaie d'évoquer des souvenirs de cette période. C'est un moment où la mémoire est très déroutée par l'absence justement de cadre habituel et fixe. Mais c'était une question, la question de la naissance notamment, que j'avais déjà abordée, mais de manière peut-être plus académique, et sur laquelle je voulais revenir, puisqu'elle touche la plupart d'entre nous. Pendant cette période de Covid, il y a beaucoup de Français et de Françaises qui ont décidé de changer de job, par exemple, ou de commencer une nouvelle vie. Est-ce que recommencer, c'est aussi mettre une angoisse de côté, par exemple? Ça peut tout à fait s'inscrire dans cette idée-là, de se libérer de certains points psychiques et d'entrer dans une nouvelle dynamique, oui, tout à fait. Vous parliez de l'énergie qui se dégage de ces premières fois. En quoi elles peuvent être fondatrices après pour la suite? Parce qu'elles peuvent être quelque chose comme une forme de matrice qui se répète par la suite, à laquelle justement on va puiser cette énergie pour recommencer. Et puis parce qu'il y a toujours, il y a peut-être aussi, parfois quelque chose comme une intensification. On pense toujours que quand on répète quelque chose, ça s'amoindrit, ça s'étiole. Il est possible aussi que plus on répète, plus ça s'intensifie. C'est pour ça qu'un musicien ou un sportif répète indéfiniment les mêmes gestes. Dans votre livre, vous convoquez beaucoup d'auteurs et de philosophes. Vous citez notamment un moment Italo Calvino qui nous dit que le plaisir de la nouveauté, c'est, et je cite, de te retrouver devant quelque chose dont tu ne sais pas encore bien ce que c'est. Est-ce que c'est ça la magie des débuts, justement? Oui, il y a quelque chose de l'ordre de l'inconnu, du mystérieux, de quelque chose qui va nous dérouter, faire surgir des nouvelles envies, des nouvelles pensées. Donc, effectivement, des choses nouvelles, on attend qu'elles nous renouvellent aussi intérieurement. Et c'est pour ça qu'on a cette passion pour le nouveau qui a été évidemment très bien récupérée par la logique de consommation. Mais au-delà de cette logique, dont il faut quand même voir les limites, il y a quelque chose de l'ordre d'un enthousiasme qui est créé par la nouveauté dont chacun d'entre nous se nourrit. La limite, justement, ou le piège, c'est quoi? C'est de n'aimer que les débuts, justement. Ça peut être dangereux, ça? Tout dépend en fait de quel type de début il s'agit, mais quand on est effectivement dans une forme de boulimie de nouveautés, il faut bien voir que cette boulimie est dévoratrice de choses, d'objets, mais aussi elle peut abîmer les êtres qui, eux, veulent s'inscrire dans la durée avec nous. Alors, je le disais, ce livre, c'est une réflexion, mais c'est aussi un récit. C'est votre récit à vous, de vos expériences. Est-ce qu'il y a des premières fois qui vous ont particulièrement marqué? Oui, c'est celle qu'on peut retrouver là. Puis il y en a d'autres. Vous évoquiez la rentrée tout à l'heure. Je me souviens très bien de mon premier cours dans l'amphi. Oui, parce que vous êtes enseignante également. Exactement. Donc, le premier manuscrit accepté, le premier grand voyage à l'étranger, tout ça, c'est des premières fois qui nous transforment ou qui nous marquent d'une manière importante. Dans votre livre, page 83, vous faites le distinguo entre les commencements et le début. Vous dites les commencements nous échappent, mais nous pouvons cependant identifier un début. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, ça peut paraître un peu obscur. Je partais de cette différence entre un début qui serait quelque chose d'assez net, assez tranché, assez vif, comme la sonorité du mot, et du commencement qui, lui, peut être au départ peut-être moins diffus. conscient, plus latent, plus confus, et dont on va prendre conscience peut-être à un moment
qui va constituer le véritable début, on se dit. Par exemple, tomber amoureux. Il y a un jour où on se dit, bah oui, en fait, je suis amoureux. Et puis, on va s'amuser à chercher dans le passé tous les petits signes qui montrent qu'on était en train de tomber amoureux. Et qu'il y avait un commencement avant le Voilà, début, justement. exactement. Est-ce que vous conseillez justement de commencer de nouvelles choses, que ce soit un sport, que ce soit un instrument à n'importe quel âge? Est-ce que ça peut nous apporter justement des choses, ces petits papillons du début? Oui, je crois qu'il y a quelque chose là-dedans qui nous nourrit, qui nous enthousiasme, qui stimule. Et l'erreur serait, et ça a été longtemps la mienne, de croire que si on commence quelque chose sans que ça soit dans une forme de rentabilité ou d'excellence, ça ne sert à rien de commencer. Si on commence un instrument un peu tard, par exemple, Voilà. c'est ça? Et je pense que le plaisir qu'on y prend, indépendamment de la qualité de la production, suffit à lui-même. On va parler un peu de votre succès en librairie. Je vais vous donner quelques chiffres. 87 000 exemplaires vendus pour Rupture, 62 000 pour Être à sa place. Comment est-ce que vous expliquez ce succès de vos livres de philosophie? Parce que quand on rentre dans une librairie, on ne va pas spontanément vers la philo. Oui, c'est ce qu'on me dit. En fait, je crois que les sujets que j'aborde sont des sujets qui nous touchent tous. Que la question de la rupture, que ce soit des ruptures heureuses ou malheureuses, chacun en vit un certain nombre dans son existence. Et j'ai essayé d'y répondre de manière assez simple, en évitant un jargon C'est très accessible. qui peut dérouter ou rebuter les lecteurs. Donc je pense qu'il y a d'une part le fait que c'est la philosophie du quotidien, si on peut dire, une philosophie des émotions, de l'intime, et qu'en ce sens, aussi parce que ça touche à la littérature, à la psychologie, ça permet peut-être d'aborder des questions avec un angle philosophique, mais en se nourrissant aussi de toutes ces œuvres qui rendent peut-être les questions plus abordables. On le voit, ça, quand vous rencontrez vos lecteurs, surtout vos lectrices, quand vous faites des séances de dédicaces. Il y a une scène qui se répète assez régulièrement, c'est que vos lectrices viennent déposer leurs paroles, viennent vous confier des choses. Et on a l'impression que vous êtes ému. Est-ce qu'on se trompe en disant ça? Oui, bien sûr, c'est toujours émouvant, surtout dans des sujets qui touchent à la rupture. Il y avait beaucoup de lecteurs et de lectrices qui, pendant les quelques minutes que dure la dédicace, vont livrer une rupture qui a été importante dans leur vie. Donc, à la fin de la séance, on a comme ça tout un bagage de souffrance. Oui, et d'histoires très personnelles aussi. Voilà, donc c'est une confiance qui est touchante, mais c'est aussi des histoires qui sont marquantes. Claire Marin, est-ce que vous pensez qu'il faut davantage écouter les philosophes? Est-ce que, par exemple, vous êtes écouté par des politiques, par des chefs d'entreprise? Alors ça, je ne sais pas. Et je crois que je ne le suis pas vraiment, puisque pendant longtemps, j'ai travaillé sur la santé, sur la relation patient-médecin. Et malheureusement, tout ce qu'on peut dire, c'est que politiquement, l'hôpital est abandonné. Donc sur ce point-là, je pense que les travaux des philosophes ne sont pas écoutés, mais pas seulement des philosophes. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est aussi le dialogue avec les spécialistes. Les médecins sont ceux qui sont sur le terrain. Donc je crois que non, la philosophie, quand elle est sollicitée en politique, c'est ornemental. Pour terminer, la philo, ça reste un mauvais souvenir pour beaucoup de lycéens. Il y a beaucoup de lycéens qui ont raté leur début justement avec la philosophie. Est-ce qu'on peut y revenir plus tard? Oui, bien sûr. Et ça, je le vois justement dans les rencontres avec les lecteurs. L'intérêt pour la philosophie, c'est aussi une question de moment dans l'existence et de préoccupation centrale. À 18 ans, on peut être préoccupé par autre chose que la sagesse, en admettant que ce soit ce que la philosophie recherche. Et je crois que c'est l'avantage, c'est qu'on peut y revenir justement. C'est peut-être aussi pour ça que j'écris, c'est pour que ceux qui ont raté leur rencontre avec la philosophie... recommencer avec la philosophie. Exactement. Merci beaucoup Claire Marin d'être venue nous voir sur le plateau Télématin. Je rappelle donc le titre de votre dernier ouvrage, Les débuts, par où recommencer. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous m'avez presque donné envie de recommencer justement la philosophie. On n'était pas partis sur de bonnes bases pour tous les deux, pour peut-être recommencer du coup.